Bonjour, bonjour. Que c'est limite rigolo, ça nous met dans l'ambiance. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Insaga Interview France. Moi, je suis Inna Bayé et aujourd'hui, je vais parler avec Sébastien Barre. Sébastien Barre, auteur du livre Cthulhu Metal, l'influence du mythe. Bonjour Sébastien. Bonjour Ina. Et merci d'être avec moi aujourd'hui. C'est avec plaisir. Écoute, on va commencer par l'essentiel. Pourquoi Cthulhu Metal? Alors, pourquoi Cthulhu Metal Eh bien, parce que je suis un fan de métal avant tout, enfin depuis des années et des années. J'ai commencé à écouter mon premier disque de hard rock, on va dire, c'était AC/DC en 1980, donc ça fait près de 40 ans, donc. Et ensuite, je suis aussi fan de fantasy et notamment de Lovecraft. Et Lovecraft que j'ai connu par le jeu de rôle. Et donc, pareil, je sais pas, ça fait plus de 20 ans, 20-25 ans voilà, que j'adore cet auteur. Et puis, donc, l'idée n'est pas venue tout de suite, hein, elle est venue en réfléchissant à ce que je pourrais faire. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée d'associer les deux, quoi. Et Voilà. alors, donc en parlant de Lovecraft, donc c'était d'abord le jeu de rôle ou c'était d'abord le livre? C'est d'abord les jeux de rôle, en fait, avec des amis. On a fait du jeu de rôle. Et on faisait surtout du Donjons et Dragons. Et un jour, il y a un ami qui nous a présenté une nouvelle personne qui était dans sa fac. Et lui nous a fait un scénario de l'appel de Cthulhu. Et là, je suis tombé sous le charme directement. Et donc, à la fin de la partie, on a discuté de l'auteur, de Lovecraft. Et donc, le maître de jeu m'a conseillé quelques nouvelles à lire. Et voilà, je me suis jeté dedans tout de suite. Et j'ai adoré. Et donc, vous avez joué à ce jeu de rôle avec tes amis, j'imagine? Oui, oui, voilà, ouais, ouais. Et c'était à l'école? C'était où et quand? En fait, j'ai des amis que je connais depuis la seconde au lycée, Oui. mais ça c'était plus tard. On faisait tous des études, certains étaient à la fac ou en école, et voilà. Et donc c'était des amis de fac de l'équipe habituelle qui. Et tu jouais Voilà. Pardon, ouais. Ouais, Et tu vas-y. jouais quel rôle dans ces jeux? Donjons et Dragons et après l'appel de Cthulhu? Bah, à Donjons et Dragons, j'ai surtout été maître de jeu. Sinon, j'ai différents personnages, un peu de tout avec les amis quand c'était eux qui faisaient maître de jeu. Et sinon, pour l'appel de Cthulhu, je me souviens, j'avais un détective privé. Et voilà, et je l'ai gardé assez longtemps. Oui, parce que bon, à l'appel de Cthulhu, je sais qu'on meurt souvent, mais bon, j'ai réussi à garder le personnage, ou du moins des clones de lui, pour faire plusieurs parties avec une sorte de suivi, quoi. Pour Tu, éviter de changer de personnage à chaque aventure. tu continues des jeux de rôle là? Ça fait un moment que j'en ai pas fait. En fait, depuis là, j'ai deux enfants de jumeaux de 4 ans et demi, et donc ça, quand ils sont arrivés, bien sûr, j'ai un peu laissé de côté différentes activités, et notamment le jeu de rôle, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, et voilà, donc avec les enfants, il faut enfin, on change ses priorités en fait. Et du coup, quand tu as fait connaissance avec les livres de Lovecraft, c'était quel livre que tu as lu? Je me C'était souviens quoi? plus. Je me souviens du scénario de jeu de rôle, c'était l'asile d'aliénés. Ça se passait donc Oui, dans un asile, voilà, avec tout ce que oui. ça peut comporter de folie et de peur. Mais les premières nouvelles, j'en ai lu plusieurs, celles qu'on m'avait conseillées, et je me souviens plus. Et ces livres, ils t'ont marqué? Ils ont fait quelque chose? Ah oui, je découvrais cet univers un peu de terreur. Moi, j'étais plus dans l'univers fantasy à la Donjons et Dragons, quoi. Et là, j'ai ouvert, enfin, ça m'a ouvert de nouveaux horizons dans l'horreur un peu psychologique. Après, j'ai lu Alan Edgar Poe. Voilà, je me suis
un peu plus imprégné de cette ambiance-là, quoi. Bah, du coup, donc tu as prévu ma question. Et il y a d'autres auteurs qui t'ont marqué dans la vie? Ah oui, bah, Auteurs ou les livres? oui, enfin, disons, celui qui m'a le plus marqué, c'est Tolkien, hein, forcément. C'était en classe de seconde où on devait chacun faire un compte-rendu d'un livre à la fin de l'année. Enfin, on avait, je sais plus, un semestre ou toute l'année pour lire un livre. Il fallait au dernier trimestre, on faisait tous un exposé de ce livre. Moi, je me souviens encore que j'avais Fahrenheit 451 de Bradbury. Et il y a quelqu'un qui a fait le compte-rendu du Seigneur des Anneaux. Et là, c'est l'ouverture au fantastique, quoi. C'est voilà, avec les elfes, les nains, tout ça. Et c'était parti. Une passion. Et qu'est-ce qui était après? Quel d'autres livres de fantasy t'as lu? J'en ai lu beaucoup. J'ai lu du Moorcock, après plus peut-être plus de l'ASF, avec du Asimov, forcément les fondations. Bah, en fait, ouais, je piochais un peu dans tous les univers. En fait, j'allais à la bibliothèque de mon quartier toutes les semaines. Ou toutes les 2 semaines, enfin bon, et j'allais emprunter un ou deux romans et en fait je lisais un peu au hasard et voilà, après, donc, je pouvais demander conseil en fonction de ce que j'aimais. Et j'ai toujours lu beaucoup. Et combien de temps tu as travaillé sur ton livre? Alors, j'ai travaillé en tout 10 mois sur mon livre. Disons que pendant 6 mois, j'ai fait des recherches, pas à temps plein parce que bah, il faut que je travaille aussi. Donc, surtout le soir, les week-ends. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches. Et, euh, et donc, pendant 6 mois, ça. Après, pendant 4 mois, j'ai vraiment attaqué l'écriture. Et il y avait encore de la recherche en même temps parce que, en fait, enfin, chaque groupe ouvrait des portes à d'autres groupes. Des musiciens qui me demandaient: ah oui, mais tu connais pas tel groupe, t'en as pas entendu parler. Et donc, hop, j'allais me renseigner. Et voilà, là, ça s'additionnait. J'ai cru que j'allais jamais en voir le jour. Au début, je pensais pas qu'il y avait autant de groupes. Je pensais que j'aurais une cinquantaine de références. Et au final, on arrive à un petit peu plus de 200 références. Donc c'est un travail, enfin, beaucoup plus étendu, beaucoup plus vaste que ce à quoi je m'attendais. J'ai commencé par ce que je connaissais. Je suis allé dans ma discographie et Oui. puis donc j'ai d'abord noté toutes les influences Lovecraftiennes que je connaissais. Et donc après, bah, qu'est-ce que j'ai fait après? Bah oui, j'ai recherché un peu sur Internet. Bah, en tapant des mots-clés tout bêtement, et puis en tombant sur des groupes que je connaissais pas. Et bah, pour chacun des groupes, j'ai fait des demandes d'interview, donc que ce soit par Facebook, par mail, Ah, par le site officiel des groupes. Enfin, j'ai fait des demandes d'interview. Dans le livre, je sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a. Je, je sais plus si c'est une soixantaine ou environ, enfin entre 60 et 80, on va dire, je me souviens plus du chiffre exact. Donc, il y a entre 60 et 80 interviews. Ensuite, je suis allé aussi chercher des interviews déjà faites sur Internet. Et donc, j'ai pioché ici et là, en notant les références, bien sûr, des, des phrases ou enfin, là, des références quoi, à Lovecraft parues dans la presse. et Voilà. les interviews que tu as fait, c'était facile à les décrocher? Les gens étaient partants pour discuter ce sujet avec toi? Oui, parce que ça sort de l'ordinaire. Les groupes en général, quand ils font leur promotion, ben, on leur pose toujours des questions sur leur album qui vient de sortir. Voilà, et puis parfois quelques questions plus générales, mais là c'est un point bien précis, Lovecraft. Et il y a plein de groupes qui ont été étonnés et qui ont accepté rien que pour ça, pour parler de Lovecraft, parce qu'on leur posait jamais la question en fait. S'il y avait une chanson de Lovecraft sur un album, les journalistes enfin, avaient tendance à passer à côté, enfin ils jugeaient pas ça essentiel. Et donc ça les a beaucoup intéressés. Ouais. Il y en a qui m'ont écrit des pages et des pages de réponses. Moi, je l'ai dû couper un petit peu parce que je ne pouvais pas faire un livre de 800 pages, mais voilà. C'était par écrit ou tu as eu aussi des gens en face de toi ou par Skype ou par téléphone? C'était surtout par mail. Oui. Surtout par mail. Il y en a 3 ou 4 que j'ai fait par Skype. Voilà, ouais, c'est à peu près tout. De visu, j'en ai pas fait de visu.
Est-ce que parmi ces groupes, tu as rencontré des groupes que tu avais déjà rencontrés avant? Parce qu'en fait, en passé riche, surtout passé musical qui est riche, hein, donc tu as déjà interviewé des groupes Oui, oui, il y en avant. a, on va dire 5 ou 6 que j'avais déjà interviewé et que j'ai refait par interview, par email. Ouais. Tu leur as dit que tu les avais déjà rencontrés avant. Oui, en me présentant, j'ai dit que à la sortie de tel album, pour la promotion de tel album, je les avais fait en interview. Je suis pas sûr qu'ils s'en soient souvenus parce ils font beaucoup d'interviews, Oui, évidemment. donc Mais c'est en bien plus quand même. là ils me voyaient pas, ils avaient juste un nom sur email, mais bon, c'était pas, ça les a pas empêchés de parler beaucoup de leurs influences sur Lovecraft. Il y a pas mal de groupes parmi ces groupes qui jouent toujours. Ah oui, oui, il y en a beaucoup. Euh, Parmi tous les groupes présents dans le Parmi les livre. groupes que tu as interviewés maintenant et avant. Ah oui. Euh, Oui, enfin moi ouais, j'en ai réinterviewé 5 ou 6 et donc Oui, bah, oui. voilà, c'était les 5 ou 6 qui. Mais ils jouent toujours, ils sont toujours en vie, Ah oui, oui, ces groupes-là. oui, oui. Ah, d'accord, Ouais, ouais. bien. Et, euh, et par rapport à éditeur, est-ce que tu as trouvé ton éditeur assez rapidement? Bah, en fait, le projet est né, en fait, on va dire moitié-moitié entre l'éditeur et moi. Parce que moi, je suis traducteur littéraire, donc je travaille surtout avec une maison d'édition qui s'appelle Bragelonne. Je travaille avec d'autres maisons d'édition comme Michel Lafon ou Guy Demonine qui est chez Dargaud, enfin avec diverses maisons d'édition. Et donc là, chez Bragelonne, en fait, bah, j'y suis allé un jour et puis enfin moi, ils étaient au courant de mes envies d'écrire. Puis on a cherché donc quelque chose qui sortait d'un peu de l'ordinaire, quoi. Et donc au début, on avait mis l'idée de faire une espèce comment ça s'appelle, d'index sur tout ce qui concernait Lovecraft. Par exemple, avec toutes les créatures qu'on rencontre dans l'univers Lovecraft, les lieux, les personnages, de faire une espèce de petit dictionnaire de tout ça, avec des illustrations. Et en fait, au moment où on réfléchissait à ça, il y a une autre maison d'édition qui a sorti exactement ça, Ah, et c'était impeccable. Les illustrations sont magnifiques, le texte bon, était complet, il n'y avait rien à dire. Donc on a dit bon bah on peut pas faire mieux, donc on va faire autre chose quoi. Donc on a cherché, et puis bah, quelques temps plus tard, moi j'ai proposé cette idée là de parler des groupes de métal qui s'étaient influencés de Lovecraft, et voilà, bah, on est parti là-dessus quoi. ah bah c'est bien. Il n'y avait pas de petite déception quand le livre de l'autre édition est sorti, et du coup, ça, ça Ah t'a bah, fait changer d'idée. oui, oui, enfin disons que moi j'avais pas, enfin j'avais commencé un tout petit peu à travailler dessus, j'avais pris quelques notes et puis j'avais réfléchi à une espèce de plan, mais bon, j'étais pas allé très loin, donc et en voyant ça, j'ai fait bon bah voilà, c'est ça qu'il fallait faire, bon Oh, bah pas de chance. Mais bon, non, c'était pas de la déception, c'était au contraire de voir qu'une autre maison d'édition s'y était intéressée. Bah c'est, enfin voilà, ça nous dit qu'on était dans le juste et que c'était une bonne idée au final. et tu connais tes lecteurs? Qui sont tes lecteurs? Mes lecteurs, j'en connais une partie parce que ben, j'ai fait plusieurs séances de dédicaces à la sortie du livre, notamment une, celle qui a rassemblé le plus de monde, qui était au Hellfest l'été dernier. C'est donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un festival de métal sur 3 jours avec plein de groupes qui jouent, et il y a des stands, et donc il y avait le stand des éditions Bragelonne où j'ai fait une séance de dédicace. Et là, bah, j'ai pu parler avec beaucoup de monde, quoi. Enfin, donc c'était tous des métalleux pour le coup. Parce que voilà, et donc bah, on a pu discuter. Beaucoup étaient influencés, enfin avaient le même passé que moi un peu, c'est-à-dire fan de jeux de rôle, fan de Lovecraft, fan de musique forcément. Voilà, donc j'ai rencontré plein de gens à qui je ressemblais un petit peu et qui me ressemblaient un petit peu aussi, quoi. Ah, c'est sympa. Ouais. Bah, écoute, comme tu viens de dire que tu es passionné de musique
des fantaisies et des jeux de rôle, bah, je voudrais creuser un tout petit peu plus en commençant par la musique. Ouais. Et donc, comme tu as dit, ça fait longtemps que tu étais intéressé dans ce genre de musique. Tu te souviens à partir de quel âge à peu près? Oui, oui, bah, c'était en 1980, c'était l'été 80, j'étais en colonie de vacances. C'était, je crois, Pornic ou Pornichet, enfin c'était sur la côte atlantique, pas loin de Nantes. Et donc c'était une colonie de vacances, et puis il y avait un endroit en dur où il y avait une pile de disques et un tourne-disque à l'époque, hein, en 1980, il n'y avait pas de CD encore. Et bon, on mettait un peu la musique qu'on voulait, quoi. Et dans la pile de disques, bah, il y avait ce disque à la pochette toute noire d'ACDC et qui commence par les fameuses cloches de Hells Bells. Et là, je suis tombé sous le charme pendant, je sais pas, pendant une semaine, 15 jours. J'ai écouté que ce disque. Et en rentrant à la maison, j'ai tanné ma mère pour acheter d'autres disques d'ACDC, quoi. Et depuis, bon, tes groupes préférés, c'est quoi? Ou c'était quoi, si ça changeait? Ça change un peu avec le temps, mais bon, enfin, tous les grands classiques hein, sont mes groupes préférés. Hein. Je vais citer pêle-mêle, qu'est-ce que j'ai cité Iron Maiden, Metallica, Faith No More, Rammstein, Slayer. En fait, j'écoute un peu de tout. Ça peut aller de Poison et Bon Jovi jusqu'à oui, Slayer ou même plus extrême, Rotting Christ par exemple, que j'adore. Enfin, je pioche un peu dans tous les styles de métal. J'aime pas tout, mais le spectre musical que j'aime est assez large. Et tu écoutes toujours ce genre de musique, j'imagine. Ah oui, oui, toujours en travaillant la journée. Quand j'ai du mal à me concentrer, hop, je mets un peu de musique. Je mets le mode aléatoire sur ma discographie, sur l'ordinateur, et c'est parti pour toute la journée. Je vais avoir plus de 2000 heures de musique à C'est bien, disposition, donc ça va. c'est bien. Et Ouais. écoute, et je sais que tu as travaillé pendant 12 ans dans la presse métal. Oui. Alors, comment tu t'es retrouvé dans ce milieu et qu'est-ce que c'était exactement? Alors, bah en fait, c'était après mes études, je faisais des petits boulots. À l'époque, j'étais dans une maison de sondage, donc j'appelais des gens pour savoir ce qu'ils pensaient de leur voiture, si elle avait des défauts et tout ça. Et j'ai un de mes amis donc de lycée qui travaillait à l'époque sur le Minitel de Hard Rock Magazine. C'était le responsable enfin je sais plus comment ça s'appelle, de la messagerie Hard Rock. Et au bout d'un moment, voilà, il cherchait quelqu'un pour taper le courrier des lecteurs et pour taper les petites annonces et s'occuper un peu de la scène française, enfin, les petits groupes qui sortaient des démos et tout ça. Donc je fais bon, bah allez, on y va. Et puis voilà, à un moment donné, il y avait personne pour faire l'interview d'un groupe. Je fais bah moi je veux bien. Hop. Et donc j'ai fait ma première interview, j'ai chroniqué des disques et après c'était parti. Et je suis resté donc 12 ans journaliste. J'ai fait 9 ans chez Hard Rock Magazine. Les 2 ou 3 dernières années, j'étais rédacteur en chef de Hard Rock Magazine. Et puis ben, la maison d'édition a coulé. Et donc après, je suis allé chez Arden Navy, où je suis resté pendant 3 ans. Donc de 2004 à 2007, j'étais chez Arden Navy. Et voilà, ça fait 12 ans. Et du, et du coup, j'imagine que tu as vu beaucoup de concerts à Oh là ce là, oui. moment. Bah oui, oui, il y en a un minimum un ou deux par semaine. Si c'est pas C'est trois, bien, quatre, cinq. Ah c'est oui, bien qu'on travaille. mais ça, c'est le travail de rêve. On écoute des disques, on dit ce qu'on en pense, et puis après, on va interviewer les groupes et on leur dit, enfin, on leur dit un peu ce qu'on en pense, et puis voilà, on échange avec des groupes, et puis on va voir des concerts. Franchement, c'est le pied. C'est le boulot de rêve. Et quels concerts ont été les plus impressionnants? Les concerts les plus impressionnants. Il y a eu certains festivals parce que, enfin, notamment, on va dire, mon premier festival, ça devait être à l'hippodrome de Vincennes ou de Longchamp, je me souviens plus. Et il y avait Metallica, Faith No More,
voilà, ce genre de groupe. Et en fait, j'étais impressionné par le monde. C'était en plein air et c'était mon premier gros concert en plein air. Et il y avait énormément de monde. Et ensuite, donc après, avec mon métier de journaliste, je suis allé à l'étranger, en Allemagne, aux Pays-Bas et tout ça, pour voir des festivals. Et c'est toujours impressionnant par l'ambiance qui règne, même quand il n'y a aucun groupe qui joue sur scène. Être en festival, c'est fabuleux, quoi. Et sinon, comme groupe, je trouve le plus impressionnant sur scène, je vais dire Rammstein forcément, parce qu'il y a du feu dans tous les sens et on en prend plein les yeux. En fait, j'adore les concerts où on en a plein les yeux, quoi. Quand il y a trois types assis sur un tabouret sans éclairage qui jouent leurs morceaux, ça m'intéresse. Enfin, ça dépend du groupe, mais ça m'intéresse moins que d'en prendre plein les yeux, quoi. Tu les as interviewés, Rammstein? Oui, je les ai interviewés 2 ou 3 fois, je sais plus, 2 ou 3 fois. Donc toujours avec une interprète, parce qu'ils préféraient répondre en allemand pour pas qu'on puisse mal interpréter leurs propos. Donc voilà, moi je posais ma question en français, l'interprète traduisait en allemand, il me répondait en allemand, et l'interprète me traduisait en français. Même si je comprends un peu l'allemand, parce que j'ai fait allemand à l'école, mais, mais bon, voilà. Ils étaient faciles à accéder? À accéder en interview, oui, mais sinon, non, ils sont entourés enfin, ils ont un entourage autour d'eux et quand on est simplement fan, on peut pas, ils sont pas accessibles. Et souvent, les interviews que tu as fait, c'était avant ou après les concerts ou c'était complètement à part? Il y a les deux en fait. Quand ils viennent en France, on en profite pour aller les interviewer. Et sinon, à chaque sortie d'album, ils font ce qui s'appelle une tournée promo. Donc ils font la tournée des pays pour que les journalistes les interviewent. Ou alors on fait ça par téléphone aussi, suivant l'importance du groupe quand même. Et quel d'autres groupes connus tu as interviewé? Quel groupe connu j'ai interviewé? J'ai fait les plus gros, hein, Metallica, AC/DC. Euh, j'ai fait qui d'autre par exemple Slash de Guns N' Roses. J'ai fait à peu près tout le monde. Ce qui me manque, c'est Kiss, que j'ai jamais eu l'occasion de faire. Et Ozzy Osbourne, que je suis allé faire à Londres, mais qui, lui, ne s'est pas présenté parce que son fils avait une rage dedans. Donc voilà, j'y suis allé. J'ai passé la journée à Londres à attendre qu'il daigne bien venir et il n'est pas venu. Donc voilà, c'est transformé en journée shopping. Et qui de ces interviews t'a impressionné le plus? Bah, je dirais les frères Young de AC/DC parce que AC/DC c'est mon groupe de toujours quoi. Donc j'en menais pas large quand je les ai fait en interview, surtout qu'ils ont un accent assez prononcé, donc pour les comprendre c'est assez difficile. Mais par qui j'étais impressionné, c'est ça? Oui, 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 qui t'a impressionné particulièrement? Ouais. Si quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné, c'est Marilyn Manson. Parce que c'est quelqu'un, on lui pose une question et il parle pendant un quart d'heure des choses très intelligentes et voilà, et c'est vraiment très impressionnant d'interviewer Marilyn Manson. Ça reste un excellent souvenir pour moi. Et qu'est-ce que ça fait quand tu rencontres une personne aussi connue et après, ou un moment, tu te retrouves face à face et tu peux lui parler, poser des questions? Au début, on a le trac au début. Et puis, au bout de 10-15 interviews, ça devient la routine. Surtout qu'entre-temps, on fait plein de petits groupes aussi qu'il faut interviewer parce qu'ils ont une actualité et donc on est moins impressionné. Et voilà, ça devient normal. Ça devient je pense comme un travail. Enfin, j'allais dire comme le travail de chacun. En fait, au début, quand on commence son travail, on a un peu le trac. Est-ce que je vais faire bien? On se pose beaucoup de questions. Et puis après, voilà, on sait comment faire, on sait comment s'y prendre et ça devient notre boulot, quoi. Donc voilà, on a moins le trac. Et qui était le plus sincère? Plus sincère. Bah, le plus sincère. Ouais, je vais peut-être dire, allez, j'ai fait une interview avec un guitariste, un guitar héros, comme on dit, célèbre, qui s'appelle Yngwie Malmsteen.
Et c'est un guitariste suédois et qui en fait bon, a un peu la grosse tête. Et moi je lui avais fait un blind test, c'est-à-dire que sur une cassette, parce qu'à l'époque c'était sur cassette, j'avais enregistré je sais, une vingtaine de solos de guitare et je lui ai fait deviner de qui c'était, de qui étaient ces solos de guitare. Et lui, donc, il a l'oreille parfaite, donc il entend la moindre fausse note. Et là, il s'est emporté, il était dans une rage folle, enfin, il aimait personne, tout le monde jouait mal de la guitare. Et j'ai trouvé ça très sincère, du coup, parce que, enfin, voilà, il avait son idole qui était Jimmy Page de Led Zeppelin, et il aimait aussi Van Halen aussi, il l'aimait bien, et tout le reste, il aimait pas, quoi. Et il s'est pas caché pour le dire. C'était, ouais, ouais, c'était très sincère. Est-ce que dans la vie réelle, il se diffère des personnages qu'on voit sur scène? Euh, bah, je sais pas, hein, parce que sur scène, ils jouent quand même un rôle, ces Oui, artistes, et oui. quand ils sont en interview, je pense que la plupart sont aussi dans leur rôle un peu quelque part. Et si, j'ai fait quelques groupes en tournée. Là, j'ai un groupe qui me vient à l'esprit, qui est Moonspell. Je l'ai suivi sur 4 ou 5 dates, on va dire, en France. Ils ont fait la tournée des salles de concert en France. Et donc, j'étais dans leur tourbus. Je dormais dans leur bus avec eux et tout ça. Et donc là, ouais, on a pu voir comment ils étaient au quotidien, quoi. Et en fait, c'était des gens très sympas. Et bah, sur scène, forcément, c'est différent parce Ah ils oui, interprètent leurs morceaux, ils sont très dans leur esprit. C'est de la musique assez sombre quand même. ah oui, oui. Donc voilà, ils sont dans leur truc. Et par contre, dans la vie, ben, ils aiment bien déconner comme tout le monde. Et voilà, quoi, c'est des gens normaux, on va dire. Ça casse la magie, mais tout le monde, voilà. Oui, non, il y a une différence ouais, entre sur scène et dans la vie, je pense. Et c'était facile d'avoir ces interviews où il y avait certains chanteurs, certains groupes où c'était très compliqué. Ils refusaient, où il y avait des obstacles. Bah, c'est toujours pareil, quand le groupe est pas trop connu, c'est assez facile d'avoir une interview parce que la maison de disque veut qu'on parle de son groupe. Mais quand après nous on veut des interviews avec Metallica ou Iron Maiden, la maison de disque elle a 100 demandes et elle fait bon bah, peut-être pas tout de suite, on va voir. Enfin c'est plus difficile d'avoir les interviews avec les gros groupes. Mais bon Est-ce c'est que, normal. Mm. est-ce qu'ils se comportaient vraiment comme des stars ou ils étaient plutôt assez simples dans la conversation et dans l'approche? Je dirais de manière générale assez simple. Ils ont pas, il y en a quelques-uns qui ont la grosse tête. Je l'ai ressenti plusieurs fois avec Bruce Dickinson, que j'aime beaucoup, mais j'ai trouvé qu'il avait un peu la grosse tête, voilà. Et ça m'avait fait ça aussi avec le groupe Anthrax, que j'avais vu en dédicace au Virgin Megastore sur les Champs-Élysées à l'époque, et qui avait la grosse tête, qui les autographes, enfin les fans demandaient des autographes à la sortie du magasin, et non, l'horaire était passé, donc voilà, ils sont passés un peu en ignorant les fans. Bon, j'imagine que pour eux, ça ne doit pas être non plus simple de répondre à toutes les sollicitations, mais voilà, ça m'a marqué. Et qu'est-ce qui était le plus intéressant dans ce métier? Le plus intéressant, bah, les concerts forcément, et puis enfin moi j'adore voyager, donc à chaque fois qu'il y avait possibilité d'aller aux États-Unis, à Los Angeles, faire les mines Motorhead à Los Angeles, c'est voilà. Bon, l'interview dure 1 heure, on la prépare disons une demi-journée, et puis ben, on reste 3 jours. Le reste du temps, c'est un peu des vacances sur le lieu de travail, quoi. C'est le rêve. Ouais, non, c'est vraiment un boulot, un métier de rêve, quoi. Donc ça, et puis aussi voyager. Voilà, on part à 4 ou 5 dans un monospace et on va aux Pays-Bas ou en Allemagne à un festival, donc avec le photographe et les autres journalistes pendant 3 4 jours. Et c'est pareil, c'est très enrichissant, quoi. Ah ouais. Non, ouais, c'est un travail vraiment, vraiment bien, quoi. Ah ouais, Enfin, surtout à l'époque, parce que maintenant, il y a moins de moyens dans la presse et dans la musique. C'est 2 domaines qui vivent enfin, moins facilement qu'à l'époque. À l'époque, c'était un peu l'âge d'or, les maisons de disques, elles n'hésitaient pas à payer un voyage à Los Angeles à un journaliste pour qu'il aille faire une interview. Là, maintenant, je pense que ça se voit quand même beaucoup moins, quoi. ouais, maintenant,
Ouais, ils prennent les interviews par Skype comme nous. Ouais, voilà. Ouais. Mais bon, après, on le fait pendant le confinement. Donc, il y Oui, a aussi on est obligé. cette condition qu'on peut, oui, on peut pas se voir en personne. Et alors, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es retrouvé dans un autre domaine? Ben, quand Art Navy s'est arrêté, parce que là aussi la maison d'édition a déposé le bilan, eh bien, j'ai créé ma société d'assistance informatique à domicile. Donc j'ai fait ça pendant un an. Et en fait, quasiment 1 ou 2 mois après le début de cette société, bah, je connaissais quelqu'un qui travaillait chez Brajlon et ils allaient lancer la collection de romans Donjons et Dragons. Donc bah, j'ai dit bah, ça m'intéresse. Et donc voilà, j'ai fait un essai parce que j'ai pas fait d'études d'anglais. Hein. Enfin, je parle anglais couramment, mais d'ailleurs à ce sujet, enfin, j'ai appris l'anglais à l'école naturellement, mais je me souviens pendant les heures de pause, enfin, je traduisais les paroles d'Iron Maiden dans la cassette. Je dépliais le livret de la cassette et j'essayais de traduire les paroles des chansons, quoi. Et donc voilà, donc j'ai fait, pour en revenir à mon entrée dans la traduction, donc j'ai fait un essai chez Brajlon qui était concluant, et donc j'ai traduit plusieurs livres, plusieurs romans sur Donjons et Dragons, et puis voilà, après j'ai fait un peu de tout. J'ai travaillé aussi avec d'autres maisons d'édition, et voilà. Il y a certains genres que tu traduis, ou je sais pas, les genres plus que d'autres, ou non, où tu traduis un peu de tout. Bah, du coup, j'ai commencé à faire beaucoup de fantasy. Oui. Bah aussi parce que Brajlon est spécialisé fantasy, science-fiction, ce genre de littérature. Donc j'en ai fait beaucoup. Après, je me suis un peu diversifié chez Lafon. J'ai fait pas mal de biographies. J'ai fait biographie de Lance Armstrong, le cycliste, de la princesse Grace de Monaco, enfin de Alan Turing, qui est une des personnes que j'admire beaucoup, qui a déchiffré le code nazi Enigma et qui a plus ou moins inventé l'informatique. Qu'est-ce que j'ai fait donc des biographies j'ai fait beaucoup de novélisation de jeux vidéo. Par exemple, Assassin's Creed, qui est un jeu vidéo, enfin une série de jeux vidéo ultra connus. Et donc il y a eu des romans tirés de ce jeu vidéo et j'en ai traduit. Là, je les ai en face de moi. J'en ai 6 ou 7 quoi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai fait des beaux livres aussi chez Huggin et Menin bah, sur la musique. J'ai fait la traduction d'un livre sur Metallica, de 2 livres sur Metallica, un livre sur Iron Maiden, David Bowie, Freddie Mercury. Ah, Et sinon, dans les beaux livres, j'ai fait aussi un beau livre sur Harry Potter, sur le film Alien. Enfin voilà, bon, il y en a des dizaines. ah bah Mais oui. ouais, j'ai fait un peu de tout. Et tu restes plus ou moins dans ton univers. Bah oui, à chaque fois, je m'éloigne pas trop. Bon, quand ça touche la princesse Grace, c'est un peu éloigné, mais bon, c'est toujours intéressant. Même dans Samsung, enfin, quand j'étais plus jeune, je m'intéressais au Tour de France, mais sans plus, quoi. Et là, enfin, c'est bien, ça fait découvrir aussi plein de choses. Et quels auteurs ou livres parmi ceux que tu as traduits t'ont plu plus que les autres? Alors, je vais dire euh, Tania Huff, qui a fait 3 romans que j'ai traduits de science-fiction. C'est la trilogie, ça parle du courage, c'est le choix du courage, Mhm. je sais plus exactement le titre des autres. Et c'est de la science-fiction comme j'aime bien, enfin un peu militaire, ils vont sur des planètes extraterrestres. Enfin, Mhm. ça me fait penser à un mélange de Alien et le nom m'échappe, un film de Verhoeven dont j'ai oublié le nom, je m'en souviens plus. Et en parlant de la traduction, comment tu fais? Est-ce que tu lis d'abord le livre en entier ou tu commences directement la traduction? 90% du temps, je commence la traduction tout de suite, quitte à revenir, une fois que je suis bien avancé dans le livre, quitte à revenir sur le début pour voir si j'ai pas fait de faux sens, de contresens, enfin si ça reste bien dans l'esprit du livre. Mais ouais.
Bah, en fait, j'aime bien découvrir quand je traduis. Et si je lis le livre avant, à traduire après, ça peut devenir un peu ennuyeux. Le fait de connaître déjà l'histoire, ça enlève du plaisir à la traduction, quoi. D'accord. Ouais. Et tu réussis toujours à rendre le style de l'auteur? J'essaye, j'essaye, mais je garde aussi en tête que ça s'adresse à un public français, donc il faut que je me mets souvent dans la peau du lecteur surtout, pour essayer d'avoir un style le plus fluide possible, le moins heurté, le moins. Mais bon, j'essaie aussi d'un autre côté de garder le style de l'auteur. Des fois c'est simple, des fois c'est plus compliqué. Et puis bon, après derrière moi, il y a l'éditeur qui repasse, il y a des correcteurs, donc c'est pas moi qui ai le dernier mot sur tout ça, quoi. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué dans ce métier? Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Bah, je pense que c'est ça, c'est de faire la bonne jonction entre le style de l'auteur et le lecteur qui n'a pas non plus envie de lire une histoire où il faut qu'il relise chaque phrase deux fois parce qu'elle est trop longue ou parce que enfin, les auteurs anglophones peuvent se permettre un style qui marche pas en français, quoi. Parce qu'en anglais, on peut mettre trois adjectifs à un nom. En français, si on met trois adjectifs au nom, ça devient un peu lourd. Ah ouais. Voilà, c'est des différences de style qu'il faut. C'est un peu un jonglage, une question de dosage, quoi. Et combien d'heures par jour tu travailles? Alors, je travaille en ce moment, on va dire. Enfin, avec le confinement, c'est un peu différent, mais on va dire en temps normal, je travaille, on va dire, de 9 heures le matin jusqu'à entre 19 et 20 heures, avec une pause le midi pour déjeuner, voilà. Ah, quand Ça fait même. des bonnes journées, ouais. Et après, ça dépend. S'il m'arrive d'avoir deux ou trois traductions en même temps, et ben, je travaille après dîner le soir, je m'y remets jusqu'à minuit, une heure, et puis les week-ends, ben, je travaille aussi. Comment tu réussis à ne pas mélanger les livres si tu traduis quelques livres en même temps? Oh, ça, Pas les livres, mais plutôt les styles. ouais, non, non, j'ai jamais eu ce souci. Non, je fais bien la séparation. Non, je fais bien la séparation. Bah, les histoires sont différentes. Non, j'ai jamais eu ce problème en fait de mélanger. Et après ces longues journées de travail, comment tu vides ta tête? Euh, je vide ma tête. Bah, tous les soirs avant de me coucher, je fais une partie de jeu vidéo d'un jeu qui s'appelle League of Legends. Ah, Et je joue un gros bourrin qui tape, Garen, pour ceux qui connaissent le jeu. Et voilà, ça défoule et les parties durent une grosse demi-heure, presque trois quarts d'heure. Et voilà, et je me vide la tête en tapant sur d'autres joueurs en réseau à League of Legends. et c'est juste pour te défouler ou ça te rapporte encore quelque chose, ces jeux? Oh ben, ça me défoule, c'est sûr. Et bah, c'est comme tous les jeux vidéo, c'est un peu. On devient vite accro en fait. Quand j'étais plus jeune, j'étais accro à Quake 2, ça s'appelait Weapons Factory, et voilà, ça se joue en réseau. Et je restais des heures et des heures, et là, enfin, si j'avais le temps, ça recommencerait, quoi. Je m'invite accro aux jeux vidéo. Est-ce que tu as d'autres passions? Est-ce que j'ai d'autres passions? Bah, le jeu de rôle, même si j'en fais plus trop. Euh, la musique, le jeu vidéo un petit peu. Le cinéma, si, oui, j'adore aller au cinéma. J'essaie d'aller le plus souvent possible. Bon, en ce moment, avec les enfants, c'est surtout des films pour enfants. Ah oui. Mais bon, La Reine des Neiges 2, c'était très bien. Et sinon, les films, c'est toujours dans le même genre, science-fiction, fantasy, Bah, moi, à la limite de Cthulhu. j'ai tendance à considérer le cinéma comme un loisir, donc j'ai pas vraiment envie d'aller voir des films prises de tête où c'est un huis clos entre deux personnes qui s'aiment mais qui s'aiment même plus. Voilà, bon ça me saoule un peu vite. Non, j'aime bien. Bah, je suis un peu geek, hein, j'aime bien les films des Avengers, les Marvel.
Parce que pareil, je lisais ça quand j'étais gamin, je lisais les BD, les Strange et tout ça, quoi. Donc beaucoup de films de super-héros, sinon beaucoup de films d'action, pas mal de polars aussi, un peu tous les blockbusters, quoi. Les Star Wars forcément, aussi les Star Trek, les Spielberg, Brian Palma. Qu'est-ce que j'aime bien d'autre enfin, c'est les premiers noms qui me viennent à la tête, à l'esprit, comme ça. Voilà. Et je voudrais parler un tout petit peu de tes amis, Oui, parce que parmi tes amis, il y a Henri Leeuwenbroek, il y a Alexis Lipsker, Fabrice Maza, Alain Névan, ouais. qui sont du milieu littéraire. Ça fait longtemps que vous vous connaissez. Et qu'est-ce qui vous a lié pour que vous vous retrouviez ensemble? Et ben, on s'est connus au lycée. Alexis Lepsker, j'étais dans sa classe. Alain Névan aussi. Henri Leeuwenbroek, je l'ai connu un an plus tard. Donc on n'était pas dans le même niveau, mais on faisait nos soirées hebdomadaires ensemble. En fait, on a fait un petit groupe d'amis, quoi. Enfin, il y avait un noyau, et puis autour, il y avait je sais pas, une quinzaine de personnes qui gravitaient autour, et on se voyait toutes les semaines, on faisait une fête chez l'un ou chez l'autre. Et voilà, quoi, et on se connaît depuis cette époque-là, ouais, ça remonte à loin. Est-ce que c'était toujours autour des mêmes passions? La Oui. musique, la fantaisie, jeux de rôle? Eh ben oui, bah c'était la musique en fait, le début, le déclencheur. Le premier jour de la rentrée, je me rappelle très bien. Enfin, on a regardé qui avait un t-shirt métal, et voilà, on s'est connus comme ça, on s'est parlé. Ah, t'aimes bien tel groupe, toi t'aimes bien tel groupe, et voilà, et c'est comme ça qu'on est devenus amis, hein. Et après, le jeu de rôle, c'est venu un peu plus tard, où voilà, il y a un des gars avec qui on parlait beaucoup, qui, pendant la récréation, il tirait toujours des personnages de Donjons et Dragons, et on se demandait ce qu'il faisait, on le prenait un peu pour un marginal, quoi. Et il nous a expliqué le jeu de rôle, puis voilà, au bout d'un moment, on a dit, bon, bah ouais, pourquoi pas, ça a l'air intéressant ton truc, même si c'est bizarre. Et puis voilà, bah, c'était super bien, on a fait des parties de Donjons et Dragons, et on n'a pas arrêté, quoi. Et comment tu penses, vous vous êtes influencés mutuellement? Oh bah oui, on partageait tout, hein. À l'époque, bon, il n'y avait pas Internet, donc je me rappelle, tous les 2 3 jours, on est à l'école avec un grand sac Fnac avec 3 ou 4 33 tours dedans, et on se les échangeait. On écoutait même les cassettes, on avait notre Walkman, on s'échangeait les cassettes avec des compilations. Et ouais, on s'est auto-influencés les uns les autres. Et Ouais. dans le monde littéraire, est-ce qu'il y a des influences entre vous? Bah, disons que vu qu'on partage les mêmes influences, le même background, comme on dit, donc forcément, enfin, dans ce qu'on écrit, on retrouve un petit peu de ces influences-là, quoi. Même si on part naturellement chacun à sa personnalité, on part chacun dans son domaine de prédilection, mais oui, on a un peu le même passé, quoi. Donc ça se ressent dans ce qu'on écrit. Est-ce qu'il y a les livres écrits par tes amis qui t'ont plu particulièrement? Bah oui, notamment là, il y a Alexis Lebsker qui vient de sortir un roman policier qui s'appelle Et avec votre esprit. Oui. Et c'est vraiment un très très bon polar. Franchement, je dis pas ça parce que c'est un ami. Il me l'a fait lire avant qu'il sorte, et je lui disais, mais c'est vraiment bien, quoi. Trouve-toi un éditeur, c'est vraiment. L'histoire est canon. La fin, on s'y attend pas du tout, et c'est vraiment un excellent livre. Avant, il avait déjà écrit des livres sur le poker, parce que c'est quelqu'un qui travaillait dans le milieu du poker. Et bon, on retrouve un petit peu de poker aussi dans Et avec votre esprit, même si c'est une petite touche. Et voilà. Sinon, bah, les livres d'Henri, oui, oui, j'aime beaucoup. J'ai pas lu les derniers, je les ai dans la bibliothèque, dans ma pile de livres à lire, mais j'ai pas lu les derniers. Mais les premiers, il a commencé aussi par faire de la fantasy avec la Moira, enfin, il écrit des choses comme ça dans la fantasy, et après il s'est lancé plus dans le thriller plus grand public. Et ouais, c'est un excellent auteur aussi, ouais. Et est-ce que tu as réussi à résoudre des énigmes de Fabrice Maza? J'ai son grand livre des énigmes, c'est ardu. J'ai passé des heures dessus, oui, à essayer de les résoudre. Je me souviens plus lesquels j'ai résolu, lesquels j'ai eu du mal,
Il n'y Ouais, avait ouais, pas d'énigme qu'il vous a faite quand vous avez été au lycée, non? plus jeune, Dans ce plus jeune, livre. si, enfin, avec des amis, dont Fabrice, en photocopie, on éditait un petit livre qu'on vendait, un petit livret qu'on vendait, je sais plus, c'était à l'époque ça devait être 10 francs, je crois, c'était encore en francs, et ça s'appelait Ludique. Et c'était sur une douzaine de pages, c'était des énigmes un peu codées, et il fallait trouver une solution quoi à la fin. Et donc on en a fait chacun. Il y a Fabrice qui en avait fait, il y a moi qui en avait fait un avec un autre ami. Enfin voilà, il y a eu je sais pas, peut-être une dizaine de numéros de Ludique. Et quel est le rôle d'Alain dans ton parcours? Eh ben Alain, c'est justement la personne qui m'a fait découvrir le maître de jeu qui s'appelle Karim, qui a fait ma première partie de l'Appel de Cthulhu. Alain, donc il était dans ma classe en Bah, il seconde. le savait à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Ah, Voilà. je lui dois beaucoup à Alain. Donc pour le jeu de rôle, donc voilà. Et Alain qui travaille chez Brajlon, donc c'est lui qui m'a dit qu'il cherchait du monde pour traduire du Donjon et Dragon. Et donc c'est grâce à lui aussi que j'ai fait un essai chez Brajlon pour faire de la traduction. Et voilà. Bon, musicalement, c'est un fan de Queen et un peu de Deep Purple, donc c'est pas trop. Si, Queen, j'aime beaucoup, mais enfin, il m'a pas trop influencé musicalement, on va dire. Les enfants, quelle musique ils écoutent? Ils écoutent beaucoup. Ils ont beaucoup écouté Annie Cordy, Carlos. Ils écoutent la bande à Basile. Bon, je refais pas encore écouter. Enfin, quand ils viennent dans mon bureau, il y a de la musique, ils entendent, mais enfin, pour l'instant, Pas de métal pour l'instant? bah, ils en entendent, mais sans écouter, sans me demander ce que c'est. Et on va laisser le temps, on va laisser faire le temps, quoi. Tu sais, quand mon fils il a écouté pour la première fois du métal, il a appelé cette musique la musique d'un mec pas content. Ah, bah c'est c'est pas faux. C'est assez proche de la réalité. Et dis s'il te plaît, est-ce que tu voudrais que ton livre soit lu par une personne particulière? Vivante, non. Bah si, en fait, moi j'aimerais bien qu'elle soit lue par les, par les groupes qui figurent dans ce livre, c'est-à-dire qui ont été influencés par Lovecraft. Et ouais, ce serait amusant qu'ils me disent ce qu'ils ont pensé de mon analyse à leur sujet, en fait. Ils le Et savent que tu as bah, sorti ce livre. ceux avec qui j'ai fait des interviews, bon, voilà, ils savent que j'ai fait ce livre, mais il y a plein de groupes que j'ai pas réussi à avoir, qui m'ont pas répondu à ma requête, ou voilà, qui savent même pas que ce livre existe. Et ce serait amusant que j'ai un retour et qui me disent ah ouais mais non mais là cette chanson là c'est pas vraiment ça, on s'est plutôt inspiré d'autres choses, ou ah non là t'as vu parfaitement c'est exactement ça. Enfin voilà, ce serait rigolo quoi. Bah, écoute, si tu veux, tu peux leur dire quelque chose tout de suite. Vas-y. Lisez mon livre. Non non mais bah, que si jamais ils ont l'occasion d'avoir ce livre sous la main, qu'ils n'hésitent pas à mettre un commentaire sous la vidéo pour voilà, ou qui me contactent. Fait toujours moyen de me trouver mon contact. Je suis sur Facebook, pour qu'ils me disent ce qu'ils ont pensé de la partie qui les concerne. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview. Eh ben, merci à toi. Ouais. Et on va mettre tous tes contacts dans la description de cette interview. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on attend ton nouveau livre. J'espère Euh, que tu l'écriras. oui, oui, bah, j'ai plusieurs idées de romans en tête, mais ils sont tous un peu commencés, mais il faut trouver le temps, le courage et voilà, de vraiment se lancer à fond dedans. Et là, ouais, j'ai envie que mon prochain livre ce soit un roman, parce que j'ai plein d'idées. Je te souhaite de l'inspiration. Merci Merci. Sébastien. Merci à toi, Alina. À bientôt.
Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes qui ont été avec nous. Abonnez-vous à la chaîne Insaga Interview France. Mettez vos commentaires, mettez vos likes et à très bientôt. Au revoir.